J'ai trouvé que c'était une très bonne suite et ça se voit vraiment que c'est le même auteur qui est derrière la saison 1 et cette saison-là. Au vu de la structure de la saison, d'un point de vue scénaristique, je vais spoil. Je vais pas avoir trop le choix. En tout cas, je vais spoil autant que les trailers, voire même un peu plus. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ne prenez pas le risque et allez plutôt la voir. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi? Laissez-moi retourner dans le jeu. On suit de nouveau Gi-Hun, le personnage principal de la première saison, qui cette fois-ci traque les créateurs du jeu. Il est toujours très déprimé d'avoir survécu au jeu, il a toujours ce pognon qui l'aide à les traquer, et justement sa traque va les mener jusqu'à eux. Mais, par un concours de circonstances, il va se retrouver obligé d'intégrer de nouveau le jeu. C'est aussi un peu une volonté de sa part en l'occurrence. Il va donc avoir deux objectifs. Bien sûr, tenter d'y survivre une nouvelle fois, et tenter d'y mettre fin. J'ai beaucoup aimé notamment les 2 premiers épisodes, parce qu'on est vraiment en plein dans la traque, et ça se passe dans le monde réel, en tout cas en dehors du jeu. Ça se passe sur la traque des personnes qui ont créé le jeu, et notamment de la personne qui joue au Dakji, pour bien sûr récupérer des informations sur l'organisation. Et ce personnage qui joue au Dakji, qui est le recruteur, il n'a pas vraiment de nom, il apporte 2 choses sur la série, 2 thématiques qui sont vraiment très importantes. Il revient notamment avec un jeu, la roulette russe, qui est vraiment la quintessence de Squid Game, c'est-à-dire un jeu où on met notre vie en jeu. En plus, il y a le côté hasard, jeu d'argent qui revient aussi pas mal dans la série, de plus en plus de chances de mourir, etc. Bon, bref, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. On voit que le personnage, c'est vraiment la métaphore du jeu en lui-même. Et justement, il était lui-même un homme en rouge auparavant. Puis il a été, promu recruteur à la suite du fait qu'il ait tué son père durant le jeu. On voit que c'est un personnage qui est un peu dérangé, mais qui est du coup parfaitement intégré à cette société et à cette façon de faire, ce que Gi-Hun refuse catégoriquement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le traite de chien à plusieurs reprises dans leur échange. Gi-Hun, lui, se sent un peu comme un électron libre, alors que lui, il se sent aussi comme un électron libre, mais en définitive ne fait qu'accepter les règles du jeu. Là où Gi-Hun, lui, essaye de les transgresser. Ce qui à la fois les rapproche tous les deux, parce qu'ils survivent tous les deux à cette organisation, à cette manière de faire, à cette société, mais en même temps qui les sépare, parce qu'ils ont des valeurs complètement différentes. On a aussi une très bonne utilisation de la fête d'Halloween, parce que Halloween c'est quoi? C'est une fête où tout le monde est masqué, tout le monde est déguisé, du coup les personnes en rouge en profitent pour sortir, et il y a toute cette idée de la métaphore du masque que chacun se met, les hommes en rouge qui mettent le masque pour cacher leur visage, les rendre un peu impersonnels, qu'on ne puisse pas les reconnaître, qui ne les rend pas du tout humains, presque des machines, et les masques que se mettent les autres personnages, notamment le joueur numéro 1, qui est du coup le directeur du jeu, qui lui aussi met un masque pour faire paraître d'être une personne sympa et qui veut aider les autres joueurs. Mais je vais revenir à la fin sur lui parce que c'est vraiment la meilleure idée de cette saison 2. Parce que oui, on a tout un tas de nouveaux personnages qui sont intégrés dans cette saison-là et qui sont pour le coup, je trouve, bien mieux écrits, en tout cas bien plus intéressants, bien plus sympathiques que ceux qu'on avait dans la saison 1. On a bien sûr Young-bae qui est l'ami de Gi-Hun à l'extérieur du jeu, celui qui tient un bar mais qui a fait faillite, etc. qui se retrouve du coup comme joueur du Squid Game. Il nous permet de revoir un petit peu le Gi-Hun de la première saison parce qu'on a un personnage qui est maintenant très renfermé, beaucoup plus dur, beaucoup plus froid, alors que celui de la première saison était beaucoup plus enjoué, il n'avait pas encore connu toute cette détresse, bien que lui-même était vraiment dans la merde, mais il ne pensait pas que les gens étaient capables d'aussi mal réagir. Et là, on a un personnage qui est beaucoup plus dépressif. Du coup, avec ce personnage-là, il arrive à être un peu plus protecteur et en même temps un peu plus joyeux par moment. D'ailleurs, il y a une scène de dialogue qui tourne un peu autour de cette idée-là. Il a une belle dynamique avec Dae-ho, qui est un jeune homme issu des marines. D'ailleurs, lui aussi est issu des marines, et du coup, ils ont un peu ces échanges un peu rigolos qui permettent de souffler, où ils font un peu les malins. Bref, c'est des petits trucs un peu drôles qui permettent un peu de détendre l'atmosphère, qui est un peu plus lourde que dans le premier, j'ai l'impression. Peut-être à cause du personnage principal, justement. C'est pas du tout un reproche, je trouve au contraire que c'est très bien fait. On a Yang Sink qui est dans le Squid Game avec sa maman, la mère et son fils qui sont extrêmement touchants tous les deux, qui ont leurs petites interactions, qui vont évoluer l'un et l'autre parce qu'il y a un peu un conflit générationnel. On a la maman en poule, le gamin qui est un petit peu... qui est pas vraiment un gamin du coup, mais qui a un petit peu du retard sur le fait de grandir parce qu'il a sans doute été trop couvé par sa mère, mais leur dynamique est vraiment trop mignonne à voir, c'est des personnages qui sont trop adorables, donc c'est très sympa de les avoir ajoutés aussi.
Voilà, ces 4 personnages-là permettent d'avoir une dynamique un peu plus comique, un peu moins lourde, parce que le sujet est bien sûr très lourd et encore plus lourdement traité que dans la première saison, mais là ça permet un peu de détendre un peu l'atmosphère avec de l'humour, voilà, ça fait vraiment du bien et ils sont bien écrits et pas du tout pénibles à suivre. Contrairement à Thanos, qui a beaucoup été critiqué, je crois que c'est un chanteur d'un groupe de K-pop célèbre, il me semble. Honnêtement, il m'a pas dérangé. Il n'a pas énormément de temps d'écran, il n'est pas ultra relou. C'est un connard, mais évidemment, il y avait aussi le Yakuza dans la première saison, et j'ai presque envie de dire que le Yakuza m'a cassé encore plus. C'est normal, les personnages sont là pour ça. Moi, je ne l'ai pas trouvé ultra dérangeant. Donc bon. On a aussi Gi Young-seok, qui est le père de la petite fille malade qu'on croise au début de l'histoire, qui n'a pas beaucoup de temps d'écran, mais qui a une interaction très particulière avec un des hommes en rouge, ou plutôt une femme, Noel, qui elle aussi est une transfuge nord-coréenne, donc comme le personnage dans la première saison, et qui nous donne à voir un peu l'envers du décor. C'est un truc qui n'est pas encore très développé dans cette saison-là, j'imagine qu'il veut le développer un petit peu plus dans la suite, en tout cas ça serait dommage que ça s'arrête à juste ces quelques scènes, d'autant qu'ils ont une dynamique un peu particulière, parce que la petite fille étant malade, Noel qui semble s'être attaché à cette petite fille, sans doute qu'elle ne va pas, en tout cas qu'elle va essayer de tout faire pour protéger le père. Yeonju, c'est la goth, bien évidemment, tout le monde a pensé ça, sauf les transphobes bien sûr, ça, que voulez-vous, qui est super efficace, qui est super sympa et qui permet en plus d'aborder le sujet des personnes trans, notamment dans un pays où justement l'apparence est ultra important, et en parallèle avec la petite dame du coup qui elle a du mal à comprendre parce qu'il y a un fossé générationnel, ce qui peut s'entendre du coup, mais ça permet d'aborder le sujet de manière assez pédagogique et même de manière très touchante parce qu'on peut comprendre du coup pourquoi elle a besoin d'autant d'argent pour terminer sa transition bien entendu. Donc c'est très bien abordé et c'est même abordé d'un point de vue très matérialiste. Et ça du coup, j'aime beaucoup. La chamane, elle, semble pousser un peu l'aspect religieux qu'il y avait dans la première saison, mais pas encore assez. Je reste un peu sur ma faim là aussi. Tant la saison termine un peu en cul-de-sac, qui fait un cliffhanger qui est très très bon pour le coup. On a vraiment envie de voir la suite, mais c'est vrai que ça termine un peu de manière brusque et on n'a pas l'impression que un peu l'impression d'avoir vu une première partie de saison. Tous ces personnages abordent de nouveaux thèmes qui sont pas très approfondis, mais qui font en filigrane un peu cette description de la société. La vidéo sur Squid Game, l'analyse de la première saison complète, qui va durer presque 1 heure, va, j'espère, sortir dans le mois, donc vous le verrez à ce moment-là. Même dans la saison 2, on montre bien cette société coréenne, comment elle fonctionne, comment elle dysfonctionne surtout, notamment avec l'arrivée d'idées comme la crypto-monnaie. Salut à tous, c'est Fanta. Qui n'a pas du tout été abordé dans la première saison, des gens qui font faillite à cause de ça, de cet capitalisme décomplexé, tous ces genres de sujets qui sont un petit peu traités, pas assez, ça aborde beaucoup de thèmes, donc c'est un petit peu normal. C'est peut-être dommage d'embrasser autant pour en développer aussi peu. Ça, c'est un peu mon avis, et c'est pareil pour les personnages. Même s'ils sont tous très sympas, il n'empêche que la plupart sont assez monolithiques. Ils évoluent pas, ils ont un point de départ, un point d'arrivée à la limite, mais ça ira pas plus loin, ils n'auront pas un développement de fou. À part Gi-hun, qui lui est devenu un très très bon personnage que j'aime beaucoup suivre. Et enfin, on a le joueur numéro 1, dont je me souviens plus du nom, je crois qu'il se fait surnommer Young-si ou quelque chose comme ça, mais je n'ai plus son vrai nom, que je vais afficher de toute façon à l'écran. Le joueur numéro 1, du coup, c'est vraiment le meilleur ajout de cette saison. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un parallèle absolu avec Gi-hun. C'est vraiment littéralement un miroir l'un de l'autre. Les deux ont été les survivants du Squid Game, deux ont une vie vraiment terrible et les deux ont perdu un être durant le jeu. Donc on a vraiment un parallèle qui est très fort entre les deux. Et là où c'est intéressant, c'est que justement les deux ont une manière très différente de le vivre. Là où le personnage du joueur numéro 1 a décidé qu'il allait participer au système et même qu'il allait en devenir en quelque sorte le chef, Gi-hun lui décide que ce système qui l'a poussé là où il est et qui a poussé des gens à s'entretuer pour de l'argent,
n'est plus possible et qu'il doit absolument tout faire pour le détruire. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Que du coup, on a deux personnages qui ont deux visions du monde complètement différentes. On voit que le joueur numéro 1 est complètement absorbé par Gi-hun, qu'il essaye vraiment de le comprendre. Il y a vraiment cette empathie qui est super forte entre les deux. Et ça marche super bien et j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'espère que cette confrontation va vraiment donner lieu à une scène de dialogue super intéressante, à des scènes de tension entre l'un et l'autre. Ouais, c'est vraiment un super ajout. L'acteur, il est formidable. Il a une voix... Oh, après, que dire de plus la mise en scène, elle est un peu comme dans le premier, elle est un peu basique, très similaire à l'extérieur et à l'intérieur des jeux, pour montrer qu'en fait, les deux sont très semblables l'un et l'autre. La musique est très bonne, elle reprend le thème du premier aussi, donc j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ça, c'est dans la continuité du premier, ni meilleur, ni moins bien, c'est juste une bonne suite en fait. Et pour terminer sur les thématiques, parce que j'en ai un petit peu parlé en même temps que le personnage, que le joueur numéro 1, pardon, c'est bien sûr on retrouve cette critique du capitalisme, de la société coréenne encore une fois, mais dans cette saison on nous montre bien que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, et c'est Gi-hun qui nous dit très clairement que c'est cette société, que c'est le jeu en l'occurrence, mais le jeu est une métaphore de la société bien sûr, que c'est ce jeu qui transforme les gens et qui les fait devenir ce qu'ils sont, des êtres très violents du coup, pour de l'argent. Et ça nous est très bien montré, alors que dans le premier, c'était montré aussi, mais c'était peut-être un peu trop subtil, et je pense que certaines personnes sont passées un peu à côté. D'ordinaire, j'aime bien la subtilité, mais là, c'est très bien que, je trouve, l'auteur utilise cette suite pour dire « Non, non, écoutez-moi bien, le problème, c'est pas les gens qui sont violents par nature, c'est que la société les fait devenir ainsi. » Un des ajouts du jeu, c'est également le vote démocratique, et on voit bien à quel point n'importe quoi peut influencer le vote, et que du coup, il ne va pas dans le sens dont les gens auraient vraiment besoin, c'est-à-dire sortir et survivre. Là, en l'occurrence, on a cette montagne d'argent qui fait que les gens ont envie de rester, parce qu'ils ont envie de continuer à jouer pour avoir plus d'argent, quitte à ce que certains meurent, quitte à même risquer leur vie. Ça montre bien que toute démocratie a des failles dans son système, et en l'occurrence, l'argent en fait clairement partie. Et surtout, ce que j'adore, c'est que Gi-hun, même si la scène dans le dernier épisode est très violente, parce qu'il laisse une partie des gens se faire massacrer, quand il récupère les armes, il va pas l'utiliser contre les autres, au contraire, il va essayer de liguer tout le monde contre l'ennemi commun, parce que le but est bien sûr de diviser la classe sociale prolétaire, qui est représentée par les joueurs, et lui, il comprend bien que cette stratégie va les pénaliser, et que le but, ça serait de tous se rassembler pour combattre le véritable ennemi, la société, le système. En fait, c'est vraiment aller jusqu'au bout des thématiques, ce que la dernière partie d'Arcane n'a pas trop su faire. Je vais pas revenir dessus encore, mais même si je préfère Arcane, voilà, c'est des questions de goût personnel, je trouve la série mieux faite, mieux écrite, etc. Il n'empêche qu'au moins Squid Game va un peu au bout de son idée. C'est déjà ça. Et Squid Game est de toute façon une très bonne série, donc si vous ne l'avez pas vu, bon, là je vous ai un peu tout spoil, mais allez voir quand même cette saison 2. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et faire tout ce que vous avez à faire bien sûr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.